est en finale, on est en finale. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Racing Club Podcast. Dans cette émission, nous reviendrons sur la qualification historique du Racing Club de Lens et également sur le résultat du match face à Brest avec comme invité Maxence, auditeur de la première heure du Racing Club Podcast, Lucas à l'animation et Antoine vont vous accompagner pour ce nouvel épisode. Bonne émission à tous. Bonjour à toutes et à tous, à tous les finalistes de la Coupe de France. Bienvenue dans ce 15e épisode du Racing Club Podcast. Et à l'image d'un Pierre Sage, nous aussi on fait tourner. C'est donc moi qui remplace notre Val national aujourd'hui à la présentation. Je serai accompagné de Maxence, supporter du Racing depuis toujours donc. Bonjour, bienvenue Maxence, comment vas-tu ? Je vais excessivement bien. Je suis un homme heureux et qualifié en finale de Coupe de France. Et bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Bon Maxence, ouais, grand fan du Racing depuis toujours, hein, c'est ce que j'expliquais. Il sera là pour donner la balle à Antoine, l'indéboulonnable Antoine, qui pourrait également faire toute l'émission passionné, car il était, il me semble, à Bollaert la semaine dernière. Il nous racontera tout ça. Salut Antoine, comment ça va ? Salut Lucas, salut Maxence, bienvenue à toi Maxence, fidèle auditeur. On a le plaisir de t'inviter pour Merci encore. ce premier open mic qu'on réalise dans la saison. Donc voilà, donc avis aussi aux auditeurs, hein, à ceux qui souhaitent venir de temps en temps sur le podcast, la porte est ouverte. Alors messieurs, aujourd'hui, on va revenir sur cette semaine à coups d'émotion du Racing Club de Lens. Deux matchs, deux ambiances. D'abord, le joli coup, une qualification historique en finale de la Coupe de France dans un Bollaert en fusion. Et puis le contre-coup, le titre de cette émission, un nul renversant à Brest, 3-3, après avoir été mené 3-0. Un vrai coup de tonnerre dans la course également au titre. Bref, et comme si cela ne suffisait pas, on s'en est même suivi un coup de gueule de Pierre Sage envers ses joueurs. Bref, coup d'éclat, coup d'arrêt, coup de pression, une émission à contre-coup donc. Je crois que vous avez compris le message et donc le titre de cet épisode. Je m'arrête là pour les jeux de mots. Et pourtant, cette semaine, messieurs, avait très bien débuté, d'une belle manière à Bollaert, mardi dernier, avec cette demi-finale de Coupe de France maîtrisée face à Toulouse 4-1. Première réaction rapide, messieurs, puis on va reprendre petit à petit le déroulé de la rencontre. Antoine, je vais commencer par toi, tu en as l'habitude, pour donner le là justement de cet épisode, ton sentiment après ce 4-1 maîtrisé. Historique, Ouais. victoire historique, qualification historique, match aussi historiquement tranquille à ce stade de la compétition pour nous. Donc ouais, historique, je dirais. De ton côté, Maxence, comment tu as vécu justement cette rencontre? Raconte-nous un peu. Émotion, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce qu'on se qualifie en finale de Coupe de France. Ça doit faire 18 ans qu'on n'a pas été au Stade de France. Ça fait 28 ans qu'on n'a pas disputé une finale de Coupe de France. Donc d'abord, c'est une soirée pleine d'émotions. Ça a été quelque chose. Ça fait partie des soirées de l'histoire du Racing qui resteront pour longtemps, peut-être pour toujours, pour un certain nombre de gens. Donc voilà, un, un sentiment de sérénité et de bonheur, on va dire. Ouais. Et on n'a Et c'est même vrai pas que stressé. On n'a c'est surtout ça, pas voilà, stressé. exactement. On va Ah, entendre dire. je rebondis là-dessus parce que c'était un tweet d'un tweetos R20 qui est aussi un copain qu'on salue, R20 qui le tweetait après match. C'est vrai que c'était un match un peu particulier, un peu. Lui, il faisait un parallèle assez intéressant avec la finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Croatie, où au final, en fait, alors toute raison gardée bien sûr, mais c'est vrai que pour nous l'enjeu était tel que en fait la chronologie du match fait que t'as pas du tout stressé à un moment, t'as un peu roulé sur ton adversaire qui a pas du tout répondu présent. Et c'est vrai que ça a été un match assez étrange en fait à vivre parce que t'attendais un peu de tension, et qui dit grand match dit souvent tension, et là je trouve qu'on l'a pas vraiment senti, du moins à Bollaert. Je sais pas toi comment tu l'as ressenti Lucas à distance. À distance, oui, effectivement, le match, finalement, Toulouse commence assez bien cette rencontre et je pense que le penalty justement sur Florian Thauvin, indiscutable d'ailleurs, qu'il réalise lui-même,
en fait, nous met, dans un espèce de bateau qui va nous mener tranquillement, en fait, vers ce match, en fait, maîtrisé. Surtout qu'en fait, on jouait Toulouse quelques jours avant dans un match bien plus compliqué. On attendait une certaine réaction, en fait, de ce Racing et je pense qu'en fait, ce fait de jeu à notre avantage, nous permet, on va dire d'effacer les doutes, le stress peut-être, la Mmh. pression vis-à-vis de ce match, et de cette demi-finale, puis finale en fait qui nous tend les mains. Mais je pense qu'en fait cette entrée en matière assez réussie en fait du Racing dès la 9e minute avec ce penalty obtenu et transformé, nous permet d'entamer cette rencontre assez facilement et je vais vous poser la question à vous, messieurs, mais j'avais l'impression qu'en fait, nos joueurs, cette équipe type, enfin, qu'on avait sur le terrain, il faudrait regarder statistiquement combien de fois on a pu mettre ces joueurs ensemble cette saison. Mais les joueurs étaient en mission. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, Maxence, de ton côté, mais il y avait quelque chose de, ils ont pris ce match avec sérieux. Oui, ils ont pris ce match avec énormément de sérieux. D'ailleurs, c'est si j'ai un reproche à faire finalement aux joueurs, c'est de ne pas avoir maintenu le suspense parce que ça a fait que finalement les très grandes soirées de l'histoire du Racing, il y avait toujours un peu de stress. Le Celta Vigo 2000, le PSG il y a 2 ans ou Arsenal en Ligue des Champions il y a 2 saisons aussi. Là, on a manqué un tout petit peu de stress. Il a manqué la toute petite saveur supplémentaire pour faire une très, très grande soirée. Mais non, une maîtrise totale, un vrai rouleau compresseur. On Même le but de Toulouse, bon, on a tous râlé parce que c'est quand même une belle cagade de la part de Samson Baidoo. Mais au final, les joueurs se sont remis dedans directement et il y a eu aucun problème. C'était vraiment une sensation de vraiment de sérénité. C'était Toi, serein comme rarement à Bollard cette année, pour le coup. toi, Maxence, à la 86e, quand Bollard commence à chanter On est en finale, tu chantes ou t'es en mode attendez, attendez encore un peu? Est-ce que enfin, tu me connais bien, tu sais que je me méfie toujours un petit peu. Une fois qu'on a mis le 4e, je me suis un peu détendu. Je trouve que au retour de la mi-temps, à 3-1, ça a un peu ronronné. J'ai dit attention, faut pas non plus s'en prendre un qui nous mettrait, qui nous ferait subir une fin de match un peu compliquée parce que on sait depuis le début de saison que Lens est habitué à ça, remember Monaco. Mais une fois que le 4e était mis, ouais, je me suis lâché, j'ai bien chanté. Ce qui est assez rare pour moi parce que je suis un grand stressé. Déroulant justement ce match, donc après le penalty, 20e minute, le but assez rapide de Saint-Maximin, de cet enroulé magnifique, encore une fois, Magnifique. avec, une belle percée de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui était déjà dans son match, hein. On sent que ça peut être justement ce joueur clutch, hein, en cette fin de saison et puis on en a l'habitude désormais, à nouveau un passage à vide. Lançois Antoine, est-ce que ça t'a inquiété à ce moment-là justement, même si on avait très bien commencé la rencontre? Bah, en fait, je trouve que la rencontre, on la commence pas si bien que ça. Alors vu du stade, ça a pas été aussi flagrant, mais j'ai revu le match, a posteriori et je trouve que les 5 premières minutes, en fait, elles sont assez Ah hachées. ouais, non, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, bien beaucoup de sûr. pertes de ballon, un manque de maîtrise et c'est Denoum, en fait, qui a la 1re grosse situation dès la 10e seconde où il se retrouve, en position de frappe. Et en fait, c'est un peu un miroir inversé du match de vendredi où, on fait une entrée plutôt intéressante en championnat et on subit en fait la grosse cagade de Risser et là, inversement, Mmh. c'est Toulouse qui semble, être entré avec des intentions plus ils étaient plus détendus, voilà. Je pense qu'ils étaient un peu plus relâchés par rapport à l'enjeu du match. Et c'est en fait, ouais, cette percée de Thauvin et Pape Diop, enfin, déjà, je trouve que sur sa rentrée, Mmh. vendredi, je l'avais trouvé assez nerveux. Très agressif, ouais. Là, ouais, vraiment brut de décoffrage, le bonhomme, hein, Alors que c'est un bon très, très joueur, c'est un vrai, vrai bon joueur, hein. c'est un bon joueur, mais vraiment, pour le coup, il a encore beaucoup de progrès à faire sur le contrôle des émotions et c'est vrai qu'après, le but de Saint-Maximin, voilà, tu es à 2-0, tu as envie de dire là: «Les gars, venez, on joue béton pendant 10 minutes, on baisse le tempo et on en remet un peu, autour de la 40e» et c'est vrai que sur le vraiment, quasiment l'engagement, tu as cette cagade de Baidoo en plus qui est censé être ton taulier derrière qui revient. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis: «Eh merde, on a peut-être fait le voilà, on a pris le 3e but, le fameux 3e but du match. On espère que ça va pas se jouer contre nous». Et effectivement, même à 3-1, à la mi-temps, tu te dis: «Bon, voilà, le match est pas fini». Tu es quand même
tu un peu détendu parce que tu peux voir venir, mais tu es quand même encore un peu, attentif parce que tu sais que, bah, en fait, voilà, tu toujours un peu à l'abri de tu jamais à l'abri, en fait, d'une erreur de défense et Dieu sait qu'on en a vécu ces dernières rencontres. Ouais, D'ailleurs, justement, pourquoi, d'après toi, toutes ces erreurs, pourquoi c'est tant de fébrilité tous ces derniers temps depuis Monaco? Moi, je le date vraiment du match de Monaco. Pourquoi tant de fébrilité, en fait? Bah, je sais pas ce que peut-être Lucas, tu veux répondre? ouais, ouais, on en a parlé plusieurs fois justement dans le Racing Club Podcast. Cela s'explique, je pense, par plusieurs choses. D'une part, l'arrière-garde assez jeune, la pression aussi de jouer un rôle, qui n'était pas forcément, défini en début de saison pour cette équipe lensoise. Les blessures ont fait également beaucoup de mal et puis, bah, voilà, en fait, sur, les matchs décisifs, les matchs à pression et ben, c'est bien plus que de simples rencontres, où il faut justement avoir une certaine maturité, où, faut garder, une certaine concentration que certains joueurs n'ont pas pour le moment. J'écoutais Ouais. justement nos amis du Winamax FC qui expliquaient, ben, depuis que, Risser, ou Udol, étaient potentiellement, liés à l'équipe de France ou en tout cas à la liste de Deschamps, ben, on voit, comme on a vu des performances, en déclin et donc je pense qu'il y a des choses à gérer que certains joueurs ne savent pas encore gérer car jeune carrière et encore une fois ce rôle, Alors Udol, ça se ressent moins, enfin ça se ressent pas beaucoup je trouve, mais ouais, Risser clairement tu sens qu'il y a un gros moi je pense qu'il y a une c'est une question de réserve d'énergie, psychologique, mmh, tu vois? D'influx, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu rupteurs là en fait, d'un point de vue, mental. C'est-à-dire qu'un Risser, bah, pour lui tout ça c'est nouveau en fait, d'être, associé à l'équipe de France, surtout une année de coupe du monde. Donc à un moment forcément tu es au rupteur quoi, donc un mmh, peu à l'image un peu à l'image de Paul Sexach, hier, sur le Liège-Bastogne-Liège en fait. À un moment quand tu es trop jeune comme ça et que tu tiens la corde, derrière, Pogačar et bah, il y a un moment où tu as une accélération qui te met trop dans le rouge et ça flanche. Moi je trouve que l'image, pour nos jeunes joueurs lensois, elle est assez pertinente parce qu'en fait, bah, tu restes une équipe jeune, que ça soit des joueurs, d'un certain âge ou, les jeunes joueurs qui par définition sont jeunes aussi dans l'expérience. Bah, en fait, tu as peu de joueurs qui ont connu le très, très haut niveau, cette pression de même un Florent Thauvin au final, si tu mmh. enlèves cette coupe du monde collective, il a pas gagné de titre en fait en club, sauf avec, Bastia en Ligue 2. Donc on est quand même sur une équipe, qui pour moi, bah, dans le money time, dans les derniers calls de la saison, et ben, à des moments où elle flanche et pour moi ça me paraît assez normal en fait. Ricer, pour le coup, il dégage une certaine, fébrilité quand tu es au stade, à chaque fois qu'il doit faire une sortie, tu sens qu'il hésite un petit peu. C'est vrai que il est pas rassurant en ce moment, mais il a, 21 ans et qui peut lui en vouloir? Et puis ce 3e but messieurs, avant la pause qui nous fait beaucoup de bien. On parle souvent de ce sage time justement entre les mi-temps, avant, après. Il nous fait souffler justement celui-là avec, un Saoud Abdoulhamid qui a fait, selon moi un de ses meilleurs matchs encore une fois avec le Racing Club de Lens. 2 passes décisives. Est-ce que c'est son meilleur match justement sous le maillot lensois cette saison? Ou c'est une très bonne facture. Saoud, c'est pour moi, je le tweetais il y a quelques semaines, encore La 5-6 matchs, révélation. titulaires et il va être un joueur référencé à son poste en Ligue 1. Là, on est sur un joueur vraiment référencé en Ligue 1, hein. Il est parmi, à mon avis, les 3-4 meilleurs, pistons actuellement. Défensivement, c'est mieux, Ouais, parce que je pense qu'aussi, vécu avec, le trio de derrière. Et offensivement, c'est irrésistible. Enfin, il a un premier 5 mètres en accélération qui est foudroyant et d'ailleurs le troisième but, c'est ça, hein, c'est vraiment ouais. il passe devant le défenseur, toulousain avec une facilité incroyable et puis il a une qualité de centre aussi qui fait plaisir donc ouais, Saoud, je pense qu'on en parlera en deuxième partie de saison avec justement les joueurs ciblés par, Pierre Sage en sortie du match de Brest. Je pense que Saoud clairement, il a un boulevard pour finir la saison. Il est très, 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 très impressionnant défensivement, il s'accroche bien parce que c'est vrai qu'il est pas très costaud, mais il met plein de hargne et de bonne volonté et offensivement, la relation avec Thauvin, elle est vraiment très, très belle maintenant. Ça a été un peu compliqué au début, mais c'est super ce qu'ils font maintenant. Messieurs, je vais vous poser la question. Vous étiez au stade. Comment vous avez vécu cette mi-temps? Rassuré?
Hem, confiant pour la qualification? Ouais, moi j'étais assez confiant, sur la qualification dans le sens où, comme on disait, il y avait quand même un contenu qui était quand même, très positif et on a peu vu en fait les Toulousains hormis, leur occasion et leur but sur la grosse erreur, de Baidoo. Mais on sentait pas qu'ils arrivaient à bouleverser, notre bloc et qui nous déséquilibraient et moi je tiens aussi à noter, hein, l'absence d'un joueur comme Boho. Je pense qu'elle a beaucoup pesé dans ce match parce que clairement Boho c'est leur danger man. Nous on en a quelques-uns mais eux c'est quand même un joueur de beau calibre et c'est pour ça quand j'avais comme le sentiment que le match était quand même plutôt bien engagé à partir du moment où on a mis ce 3e but et je pense que c'est très bien qu'on l'ait mis, avant la fin de la première mi-temps parce que ça nous a permis de rentrer au vestiaire, de recharger un peu les batteries émotionnellement et cetera et de repartir en deuxième mi-temps, au final avec la même intensité et je pense que c'est ça qui fait qu'on a fait la diff. Un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps, effectivement, et on a été avec des occasions peut-être moins franches, des tirs, ramassés assez facilement par le gardien, mais beaucoup plus de maîtrise et on leur a jamais rien laissé, notamment en deuxième mi-temps. Au final, ils ont un tir cadré dans le match. Ils mettent leur but et après derrière, ils ne cadrent pas une frappe. Ça montre à quel point on a réussi à mettre de l'intensité, de l'impact, de l'engagement qui nous a permis de jamais être en danger et ça, c'était fort appréciable, du stade, je te confirme. Ouais, j'ai trouvé que cette seconde période justement, Lens nous a donné cette maturité qu'on réclame parfois, cette maîtrise dans le contrôle du score. On sait qu'on a souvent du mal justement à garder ses émotions, à garder ses scores et à vouloir toujours continuer à jouer. Est-ce que justement, Antoine, je me tourne vers toi, Pierre Sage a bien géré cette seconde période avec ce 4e but, inscrit par Thomasson à la 74e. J'ai trouvé une équipe, oui, en maîtrise, calme, sereine d'une certaine façon. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, bah, je pense que le match du vendredi avait permis de servir vraiment de répétition générale Mmh. et ça je l'avais dit en avant-match. Il avait aussi bien travaillé, il avait identifié les points qui avaient pu mettre en danger vendredi, un peu déstabiliser le bloc lensois le vendredi. Donc ouais, non, j'ai vraiment trouvé une deuxième mi-temps au final, maîtrisée où on a un peu, heu, on a un peu mis le couvercle en fait, sur les Toulousains et on les a un peu cuits à l'étouffée tranquillement et puis à la 75e voilà, on a servi le plat et puis c'était parfait quoi et puis on a eu 15 minutes après, ça m'a fait penser les 15 dernières minutes au Lens Ajaccio où en fait on n'avait plus qu'à fêter quoi parce que, bon tu sais qu'à à 4-1, les Toulousains, tu sentais qu'ils avaient pris le coup de le coup derrière la tête de trop et que l'après c'était vraiment l'autoroute du kiff pour le Stade de France, quoi. Mmh. Ouais et puis on commençait à voir dans les 10 dernières minutes, au fur et à mesure en dessous enfin moi j'étais en exercice, le COP qui commençait gentiment à s'approcher des barrières, la Delacour, la trame 1-0. Bon, on s'est dit: «Attention, attendez le coup de sifflet final parce que faudrait pas rentrer sur le terrain avant et se retrouver, avec Comme des en problèmes Angleterre comme en administratifs». Angleterre ce week-end là. Exactement. Incroyable, incroyable rencontre du côté de c'était en D5 anglaise là, exceptionnel. Justement messieurs, est-ce que vous trouvez pas que tout était à la hauteur de l'événement, ce mardi soir? Que ce soit, bah, les joueurs, sur le terrain, que ce soit Pierre Sage tactiquement et aussi et surtout Bollaert à l'unisson, Bollaert en fusion tout au long de la rencontre et ces images d'envahissement de terrain qui ont fait, ben, le tour du monde d'une certaine façon. Hem Qu'avez-vous pensé justement de ces dernières, minutes de match et puis, bah, justement après le coup de sifflet final, Antoine? Ouais, bah, je pense que ça a été une fête, réussie. Après, voilà, certains, diront que, l'envahissement du terrain n'a pas été bien géré et cetera. C'est vrai qu'il y Mmh. a eu des images qui ont pu un peu impressionner, notamment, Masuaku qui se prend une balayette, la déclat de Sage qui dit que bon, ça les a un peu coupés dans leur, célébration. Mais comment retenir en Mmh. fait, une telle attente? C'est impossible. Je trouve que, comme on l'a dit un peu rapidement dans l'émission, ce qui a manqué, c'est peut-être un peu de tension pour, que ça soit une explosion de joie. Là, on était presque sur, voilà, c'est bon, c'est gagné depuis un moment, donc ça c'est monté graduellement. Moi, voilà, je trouve que ça a été une super fête. Je pense qu'on en a pas fait trop non plus moi, je suis un peu resté dans Lens, jusqu'à 00:00, 1h. Bon, voilà, il y a eu de la joie, il y a eu quelques feux d'artifice qui ont été tirés et cetera, mais c'était pas non plus démesuré. C'est-à-dire que
on n'en a pas non plus trop fait. Ça a été, je trouve, assez juste dans la célébration parce que je pense que tous les supporters en fait n'ont Mmh. qu'une idée, une chose en tête maintenant, c'est que tu as fait ça, c'est très bien, mais maintenant ce qui va nous habiter là pendant encore 4 semaines, c'est la projection finale contre Nice et c'est celle-là qu'il faudra absolument gagner. Ouais, ouais, c'est clairement la d'ailleurs, les joueurs, Thauvin en interview d'après-match, Sage aussi directement, disaient: «C'est magnifique, c'est extraordinaire, mais maintenant il faut la gagner. Parce qu'une finale n'est belle que quand elle est gagnée». Donc Vous en pensez quoi de l'adversaire justement, le l'OGC Nice? Ah, difficile c'est à les lire. difficile à lire, ouais, je suis d'accord avec Maxence. Difficile à lire, tu vas retrouver des anciens joueurs, On en a aussi. hem On a effectivement, c'est le méchant du film, en fait, Nice, dans cette histoire. On a vraiment l'impression qu'ils sont là justement pour gâcher la fête, une fête qu'on attend depuis si longtemps du côté de Lens. Moi sur l'explosion de joie, je la comprends totalement. Je suis totalement d'accord aussi avec Pierre Sage et Flo Thauvin et j'ai aussi adoré en fait les réactions de Mamadou Sangaré portées un peu à la Lionel Messi, finale de coupe du monde. Faut pas oublier, on en parle souvent que les jeunes vivent aussi des moments incroyables, avec ce public et je trouve que c'était un peu l'apothéose en fait de ces images, mardi dernier justement. Et ça fait plaisir voir un mec comme Hudson-Edouard, fêter avec les supporters, Mamadou Sangaré, se faire, heu, se faire soulever. C'est des images extraordinaires et on n'en a pas vécu finalement tant que ça, sur, ces 2 dernières décennies donc je pense qu'il faut quand même profiter. Toi, de ton côté, Antoine, t'en penses quoi justement de ce futur adversaire niçois? Je sais que tu as toujours une relation un peu particulière avec ce club. Ouais, ouais, c'est un club que j'apprécie beaucoup. Non, je pense que tous les supporters lensois, ont une certaine, aversion pour le GC Nice, hein, pour être tout à Non, fait pourquoi? objectif. Hem, que ça soit pour, des raisons, sportive ou extra-sportive. Mais non, non, Nice, ouais, j'ai tendance à dire attention, attention, parce que moi en avant-match, je suis arrivé assez tôt, à Lens pour la demi-finale et puis j'ai pu rencontrer des copains, j'ai pu parler en avant-match avec beaucoup de gens et cetera. Tout le monde était hyper confiant, Mmh. mais une confiance qui était vraiment, on va gagner 3-0, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Et là, en fait, pareil, le soir le lendemain, quand Nice se qualifie contre Strasbourg, c'est pareil, en fait, beaucoup de gens, même des potes à moi, supporters du PSG, de l'OM ou même j'ai un pote, supporter, niçois, un très vieux copain supporter niçois, hem, qui vit au Canada, qui m'envoie un message, il me dit: «Félicitations pour votre titre» et cetera. Même eux, ils la jouent comme ça et en fait, moi, c'est Ouais. ça qui me fait peur. Attention, parce qu'en fait, effectivement, Nice et encore hier soir, ils ont montré, c'est une équipe qui, dans le jeu, propose vraiment pas grand-chose. C'est vraiment C'est une minimaliste, c'est minimaliste, c'est ça, c'est c'est Claude Puel. minimaliste. C'est voilà, c'est du Claude Puel, ça va être, extrêmement, fermé. Je pense dire qu'ils sont difficiles à lire, je trouve pas qu'ils soient difficiles à lire justement, mais par contre, je sais pas comment est-ce qu'on va faire, pour faire mieux que le LOSC et faire mieux que l'Olympique de Marseille? C'est-à-dire, réussir à les mettre à terre définitivement parce que j'ai l'impression qu'ils regagnent confiance, Mmh. qu'ils ont retrouvé un bloc très solide et puis, en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en plus d'être, mieux dans leur tête et mieux défensivement, ça n'empêche qu'ils ont des joueurs très, très talentueux devant. Et dans une finale, je trouve qu'ils ont le profil type de l'équipe qui effectivement, peut sortir vainqueur. Donc voilà, donc à dire lance favori, j'aurais tendance à dire sur le papier, de l'extérieur et cetera, effectivement, on a la gueule d'un favori, mais je pense qu'on sera beaucoup plus sur une opposition beaucoup plus équilibrée que ce que l'on peut croire. Ouais, je suis complètement d'accord, ils ont quand même offensivement des joueurs de très grande qualité, Mohamed Ali Chaud, Sofiane Diop, Mmh. Eli Wahi, notre vieille connaissance. C'est des mecs qui sont capables de passer complètement à côté, mais s'ils sont motivés et qu'ils ont vraiment envie, qu'ils sont dans un bon soir, ils peuvent te casser les lignes et ils peuvent te faire très, 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 très mal, notamment en transition. Je suis, très méfiant. Jusqu'à la dernière seconde, pour le coup, je ne chanterai pas parce que je serai très méfiant. Sauf si on mène 4-0, d'accord.
Ouais, Livoy, buteur encore, hein, contre Marseille ce week-end d'une Panenka. Hâte de le revoir. On a la on a la sensation de hâte de lui dire La théorie bonjour de à l'ex, Elie. malheureusement, ça Ouais, me fait très ouais, ouais, ouais. peur. Messieurs, peut-être, des joueurs à mettre en valeur sur cette demi-finale de Coupe de France. On a évoqué Saoud évidemment, un Thauvin en forme, Thomasson également qui marque. Est-ce que Antoine, tu as un joueur peut-être à sortir du lot, un autre peut-être, un Gagnou peut-être? Ouais, Gagnou, bon après Malansar aussi a été très bon comme toujours, non, peut-être s'il y en a un que je peux ressortir, mais à l'inverse pour des raisons un peu moins glorieuses, c'est Baidou, Mmh. Baidou qui revient et qui se trompe, dans son contrôle et qui relance un peu les Toulousains. Après voilà, il est sorti à la 60e. Je pense que, pour autant, c'est bien qu'il ait été comme ça un peu mis en difficulté. Ça participe aussi à son retour, et au final, on se rend compte que, bah, Pierre Sage dans son coaching et dans sa gestion de son retour a été aussi très, très bon puisque, là, je pense que, on a une semaine pour préparer, justement le match de Nice et là, je pense que Baidou, sera à mon avis pas loin d'être à 90 voire 100 et je pense que ça va faire du bien qu'il revienne et qu'il retrouve, à mon avis, la pleine possession de ses moyens là, justement en prévision de ce coffrage de Ligue des Champions et de cette finale de Coupe de Mmh. France. Mais il fait un bon Oui, match. En dehors de sa bourde, il fait plutôt un bon match, Baidou. C'est vrai que on va se fixer là-dessus et c'est normal. Il est défenseur central, il doit pas faire ce qu'il a fait, mais il fait plutôt un bon match. Il retient bien Emerson, il le domine. Par exemple, sa rentrée à Brest, on en parlera tout à l'heure, sa rentrée à Brest est clairement moins bonne que le match qu'il a fait contre Toulouse, pour le coup. Après oui et la puis, les premières minutes de Baidou, même contre Toulouse, avaient été assez hésitantes, hein. Il y a beaucoup de pertes de balles, je trouve, dans les zones, chaudes, autour de la des 25 mètres. Bon voilà, il fait sa bourde et après sa bourde, clairement, il se Ouais. reprend et là, il level up et là, je trouve qu'il devient un peu plus consistant. Mmh. oui, Pierre Sage l'a défendu, hein, en conférence de presse après la rencontre, hein. J'ai la quote justement à vous dire. Il dit: «Certains coachs demandent de dégager loin et fort en touche. Nous, on a des intentions de jeu, mais de temps en temps, malheureusement, il y a des conséquences négatives à ça». Compréhensif le coach, lensois sur ce genre de petites boulettes, disons. Ça me Il rappelle un Pep Guardiola qui fait des pouces en l'air à un Victor Valdes, qui a essayé de jouer avec ses défenseurs notamment. J'ai revu une vidéo il y a pas longtemps de ça Il donc défend il défend les joueurs qui tentent, Ouais. effectivement et on pourra en exact reparler sur la sortie de Brest où il est un peu plus virulent sur ceux qui sont un peu plus dans des chaussons. on va tranquillement y aller vers Brest. Peut-être Maxence, un joueur que tu as envie de mettre en lumière sur cette rencontre avant de tourner la page, Coupe de France? Alors, on a cité pas mal de noms, peut-être Rudol, qu'on n'a pas cité, qui a fait le match qu'il fait d'habitude, des centres millimétrés, un but, une présence, indispensable. J'ai pas souvenir qu'il soit fait déborder à un moment dans le match. Mmh. Donc, peut-être Rudol, mais presque pour l'ensemble de son œuvre, depuis le début de saison, mais à chaque match, on peut dire que Rudol est à un très, 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 très haut niveau. Ouais, cette relation, Seoud-Udol à chaque fois, sur un but comme ça me rappelle les belles époques de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Robertson qui faisaient que des transversales l'un l'autre, Et il y avait disons pendant l'époque pendant les années francaise aussi où on était habitué à et aussi voir bien le sûr. Machado à la réception des centres Des de centres de Klose close, ou de Frankowski, donc ouais. c'est marrant. C'est très chouette, ouais, c'est très chouette de voir ça. Messieurs, je vous propose, désormais de quitter l'euphorie, de Bollaert et cette, qualification historique pour un retour, bah, brutal à la réalité, hein, quelques jours plus tard du côté de Brest. Je le disais, match nul 3 partout, après avoir été mené 3-0 et avant de parler de cette rencontre justement, voici tout d'abord un petit message envoyé par les collègues de Brest On Air. Amis Lensois, un petit message en direct de Brest pour votre podcast après le match nul, pas si nul que ça finalement, entre Brest et le RC Lens. Alors, deux avis assez mitigés finalement sur ce match. Une première mi-temps vraiment très réaliste de la part de nos Brestois. Je pense que vous avez bien vu, hein, vos grosses occasions avec notamment la frappe d'Abdalassima. Mais tout nous a réussi. Et pourtant, malgré ça, même à la mi-temps, je disais à des potes, attention, on est sûr de rien avec cette équipe brestoise, surtout avec cette équipe de Lens, qui est vraiment une très très belle équipe, malgré le visage affiché en première période. Et on a très clairement vu qu'au retour des vestiaires, et surtout avec les changements de Pierre Sage, la physionomie du match s'est clairement inversée. Il y a eu cette erreur de Koulibaly qui nous coûte cher. Mais finalement, avec le recul, je
partagé entre déception, forcément de se faire égaliser à la 95e, c'est toujours un peu emmerdant. Mais d'un autre côté, je pense que ce point, il est plutôt pas volé pour le RC Lens. Je pense même que vous auriez largement pu l'emporter sans un bon Grégoire Couder et sans la chance qui nous a quand même souri pas mal de fois, notamment avec les montants. Donc voilà, de notre côté, c'est plutôt un point qui va nous satisfaire puisque de toute façon, la saison, pour nous, elle est jouée. Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est tout simplement une excellente fin de saison et surtout une victoire en Coupe de France. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour tous les pods lensois qu'on a pu avoir depuis qu'on a créé le podcast Brest-Tonnerre. C'est tout le mal que je vous souhaite. Ouais, on y croit. Merci pour ce message, messieurs. Maxence, c'est à toi que je vais passer le ballon. Je me tourne vers toi. Ben voilà, redescente sur terre. Comment expliquer une telle entame de match après l'euphorie de la coupe? Alors tout le monde parlera évidemment de la composition de base et ça, j'en ai parlé, tout On de va y suite venir, bien sûr. lui-même. Mais en dehors des changements il a pointé les joueurs et je pense que quelques joueurs sont effectivement à pointer. Dans l'ensemble, sur la première mi-temps, il a quand même manqué d'intensité et d'intensité, j'aime pas trop le mot combat, mais il a manqué un peu de combat. Les duels étaient constamment perdus, les titulaires aussi, que ça soit Malang Sarr, Mamadou Sangaré, je l'ai rarement vu autant en difficulté Ouais, sur une mi-temps. Il a effectivement. perdu énormément de ballons. Thomasson a un tout petit peu surnagé, mais sinon le reste était extrêmement compliqué. Donc oui, un manque d'intensité. J'ai l'impression qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Brest joue le match avec autant d'envie. D'ailleurs, Saint-Maximin disait ils n'ont plus rien à jouer, mais Brest a quand même joué son jeu. Et je pense qu'ils étaient surpris. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, je vais pas dire pas professionnel, mais pas loin Mmh. de commencer un match comme ça et de faire 45 minutes. Après, à contrario, on a 3 énormes occasions en première mi-temps et leurs buts viennent toujours 2 minutes après. Vous pouvez regarder, c'est assez incroyable. Les 2 frappes croisées de Thomasson puis de Sima et la tête sur le corner de Sima et ils marquent à chaque fois 2 minutes après. Donc on a aussi un gros manque de chance et de réussite sur cette mi-temps, faut le dire. Antoine, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce la première période de la saison pour le Racing? Bah, tu vois, pour aller dans le sens de Maxence, je dirais même pas que c'est la pire, tu vois? Parce que Mmh. en fait, moi, je l'ai pas trouvée nulle. Enfin, elle est nulle par définition parce que tu perds 3-0, mais dans le contenu, en fait, elle est très insuffisante, mais elle est pas nulle, tu vois? Je me rappelle de la mi-temps à Metz, pour moi, celle-là, c'est la Ouais. pire et celle du derby, retour, même Maccabi. Celle-là, on était dans des chaussons. On disait: «On va jouer à Brest, ils sont en vacances», mais en fait, on a joué contre une équipe en vacances en étant encore plus en vacances. Nous, on était, je crois qu'on était, vraiment, on était en lendemain de voilà, en lendemain de En fête, un voilà en et pleine de bois. il nous a fallu comme toute, bonne gueule de bois, une bonne douche froide pour bien se réveiller. Mais pour autant, la première mi-temps, enfin, j'ai alors les stats de SofaScore, toi, Lucas, qui travaille dans ce milieu-là, sont peut-être pas des vérités, absolues, ni les stats les plus fines qu'on trouve sur le marché, mais elles ont quand même une certaine réputation. Voilà, SofaScore, quand tu regardes les stats, de la première mi-temps à 3-0, je crois que, les X-goals de Brest sont à moins de 0,1 en fait. Ouais, exactement. Et en plus de ça, à la fin du match, c'est à peu près du même acabit, donc dans le sens où, tu te rends compte que vraiment sur le momentum du match, vraiment, on est quasiment tout le temps, supérieur à Brest dans la dimension domination. Et ils ont 0 grosse occasion, aussi recensée par SofaScore et ils mettent 3 buts. Donc à un moment, moi je veux bien, on est terriblement insuffisant, mais en face, il y a un adversaire. Donc un match comme il s'analyse toujours aussi par le prisme de l'adversaire, on a un adversaire qui profite de nos insuffisances pour lui exploiter, surexploiter, survaloriser des petites miettes en but sur chacune des actions qui, comme l'a très bien dit Maxence, suivaient constamment des occasions qu'on s'est procurées. Donc en fait, tu arrives à la mi-temps, franchement, moi j'étais groggy quoi en fait. Mmh. J'étais groggy. Justement, je vais citer un peu une stat de Opta. Parmi les équipes ayant marqué au moins 3 buts lors d'un match sur les 5 dernières saisons de Ligue 1, justement Brest est celle ayant affiché le plus faible total d'expected goal, tu en parlais Antoine. 0,25, 3 buts, efficacité totale du côté, des Bretons. Mais voilà, on rentre à la mi-temps 3-0. Ça fait mal,
Maxence, de ton côté, est-ce que tu penses que, et on va ouvrir le dossier de ce 11 proposé par Pierre Sage également. Lens a-t-il payé physiquement ou mentalement la demi-finale contre Toulouse? Physiquement, c'est dur qu'on a payé physiquement la demi-finale contre Toulouse quand tu vois notre deuxième mi-temps, en fait. Donc, moi, j'ai pas l'impression que le problème il soit spécialement physique. Alors, j'ai l'impression Bah, que c'est surtout qu'il y avait plus 5 la joueurs qui manière de avaient pas joué rentrer. la demi-finale, donc Oui, enfin dans ça serait dans le sens où Pierre Sage, pardon, voulait faire tourner, et donc il avait expliqué que c'était, justement, au niveau des conditions physiques. Moi, Est-ce j'ai que c'est lui l'impression qu'il justement voulait qui... plus concerner le groupe que l'ensemble du Mmh. groupe que vraiment faire tourner physiquement. Quand tu vois que Sangaré et Thomasson qui, eux, ont joué, Toulouse, 1 match, Toulouse 2e match et là ont rejoué, tout le match, je pense pas qu'il y avait un énorme problème, je vois pas un problème physique là-dedans. Je vois la volonté de concerner le plus de monde possible pour la fin de saison et il s'est trompé, il l'a dit. Ouais, justement, hein, sur ce 11 de départ, hein, Antoine, une erreur de Pierre Sage selon toi? C'est lui qui sabote un peu cette rencontre? ouais, une erreur, mais qui est pas, pour autant pas de son fait. C'est-à-dire que alors Mmh. si elle est de son fait puisque c'est lui qui a pris la décision et qu'on avait aussi vu, plus tôt dans la saison que, comme il le disait lui-même, d'ouvrir trop, le temps de jeu, bah, n'était pas forcément, source de bénéfices au niveau du terrain. En fait, c'est vraiment c'est ça, c'est une logique de groupe versus une logique de performance. Mais en Ouais. fait, la logique de performance, tu peux l'atteindre par la logique de performance directement ou de manière indirecte par la logique de groupe. Si ton groupe s'entend bien, et ben, en fait, s'il y a une bonne émulation, le groupe va bien et comme on dit, souvent, quand les remplaçants sont heureux, les titulaires, l'équipe fonctionne bien. Là, la donne, elle est un peu différente dans le sens où je pense qu'à ce moment de la saison, peut-être que je vais un peu vite, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais je pense qu'à ce moment de la saison, effectivement, la logique de groupe, peut-être elle devrait moins prendre le pas sur, que la logique de la performance. Là, je pense que clairement, on est dans la dernière ligne droite et bah, en fait, oui, la réaction de la deuxième mi-temps a montré qu'il y avait aucune dimension physique dans l'explication de la première mi-temps, que tout était dans les têtes, dans la motivation et qu'en en fait, même en même avec cette équipe B, enfin A prime B, avec 5 joueurs qui n'avaient pas joué la demi-finale contre Toulouse, tu te rends compte que avec un peu d'efficacité, Mmh. tu dois jamais être à 3-0 contre toi. Donc voilà, donc c'est en fait on est sur un fil, hein, on est vraiment sur un chemin de crête là pour expliquer ces décisions. Euh, mais je pense que quand même dans le contenu, c'est une erreur de Pierre Sage et ce qui est bien, c'est qu'il l'assume devant tout le monde, d'abord devant son groupe et ensuite devant les médias. Ouais, je l'ai justement la citation, hein, voilà, il a eu des mots très durs à la mi-temps, dit-il. Je me suis senti un peu trahi. C'est un mot très fort, mais j'ai dû donner du temps de jeu. J'ai voulu apporter de la fraîcheur. Je vous avoue que je n'ai eu aucun retour de ce que j'attendais. J'ai pris la décision de faire des rotations. C'était une erreur. Je me suis trompé. Les titulaires avaient une fiche de mission. Ils l'ont bafouée. L'expérience qu'on a vécue est assez traumatisante. Malgré tout, Maxence, c'est des mots, Il y va très, très, fort très forts, hein, pour le coup, et ah, il y va très fort. on le voit Je rarement comme ça, hein, Pierre Sage. Et en fait, Pierre Passage pour le coup. je me pose quand même une question parce qu'il englobe absolument tout le monde, enfin notamment les mecs qu'il a sortis à la 52-53e. Ouais. Et pour moi, les cas sont un peu différents. Donc je le trouve à la fois c'est très juste ce qu'il raconte et la première mi-temps, elle est vraiment elle n'est pas bonne. Mais je pense qu'il faut quand même dissocier les cas de tous ces joueurs. Il est très, très Bah, dur avec d'ailleurs, tout ouais, le monde. Maxence, Tigui, donc auditeur qui pose la question sur les 4 sortants, de Mmh. vendredi, donc je vous pose la question à tous les 2, qui est le plus à blâmer pour vous? Aguilar de retour de blessure, Masuaku en manque de rythme, Sotoka, sur la fin, même si prolongation, ou Saïd qui est déjà, un peu, l'esprit ailleurs? Tu connais mon Vas-y avis. Maxence, je te laisse la main. Ouais, tu connais mon avis, Antoine. Pour moi, c'est quand même d'ailleurs Sage c'est le seul que Sage a pointé un tout petit peu plus fort parce qu'il a Ouais. parlé du côté de notre côté gauche, dans l'interview d'après-match et je pense que c'est Saïd qui est vraiment pointé par Sage et pour moi, c'est Saïd qui fait le match le plus difficile de tous ces mecs-là parce qu'il est, mais d'ailleurs, ça avait été le cas dans le derby contre Lille. Il revenait de blessure à ce moment-là, mais c'était le cas aussi dans le derby. Il a été transparent. De temps en Ouais, temps, c'est qu'il, je me suis rappelé qu'il jouait.
toucher un ballon, je me suis dit: «Ah mais il est là Saïd, Ouais, ouais. c'est assez incroyable». J'aime pas fracasser les joueurs individuellement parce que je pense que ça voilà, la performance dans le football, c'est pas seulement une question d'individu, c'est une question de contexte et c'est une question de collectif. Mais pour le coup, je trouve qu'il est un peu sorti du collectif, Saïd et vraiment son match est vraiment mauvais. Ouais et surtout, il souffre de la comparaison avec un Alan Saint-Maximin qui rentre, qui est décisif, qui est très dur également en zone mixte, après la rencontre. Ouais, la comparaison fait très mal, justement avec ce changement de dynamique, en fait, tout simplement, à la sortie d'un Saïd et à l'entrée d'un Alan Saint-Maximin. Toi, Antoine, tu avais quelqu'un d'autre, peut-être un autre joueur à souligner? Non, mais moi, je suis un peu d'accord avec, enfin, je suis même complètement d'accord, avec ce que dit Maxence. Je pense que vraiment, pour le coup, Saïd, c'est vraiment celui qui répond moins présent et en vrai, franchement, je veux pas chercher des excuses, mais j'essaie de prendre le plus de recul possible. Mais en fait, après, tu peux aussi comprendre qu'un Saïd qui a signé un gros Mmh. contrat, peut-être le contrat de sa vie, même très certainement le contrat de sa vie, au Qatar, pour la fin de saison, et ben, il a pas envie de prendre de risques sur une éventuelle blessure qui pourrait annuler son contrat ou je ne sais quoi. Moi, je pense que la faute, et je pense que ça, je l'ai bien fait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si Saïd vient avec des velléités de temps de jeu, et que derrière il répond pas, point pour, Pierre Sage, mais aussi, point, négatif pour Pierre Sage d'aligner un joueur qui, dans son esprit, est déjà ailleurs, a déjà signé un contrat ailleurs. Donc à un moment, voilà, moi je rebondis sur une autre question qui a été posée par, Jean Bouib, qui lui, selon lui, le plus mauvais, était Florent Sotoka. Bon, moi, je veux bien la cabale sur Florent Sotoka. Florent Sotoka, ça fait à peu près, 4-5 ans que dès que le RC Lens joue pas bien, c'est le premier à être ciblé par à peu près tout le temps les mêmes personnes, hein, on va pas Ouais, se c'est vrai. mentir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un club anti-Sotoka au RC Lens, même si ils se défendent constamment, avec une rhétorique plus ou moins élaborée de ne pas être, de cette mouvance-là, ils le sont. Sotoka, en définitive, fait pas un match extraordinaire, hein, on va pas se mentir, mais pour autant, il est à la passe, pour, Thomasson. Il fait une passe lumineuse pour Thomasson qui aurait potentiellement pu être, décisive, sur la première mi-temps quand on est complètement apathique. Donc voilà, donc c'est toujours un peu, compliqué de faire des comme on disait des analyses individualisées, mais pour autant, effectivement, je trouve que s'il y en a un qui est vraiment hors du coup depuis quelques semaines, c'est plutôt Wesley Saïd, ouais. Et c'est assez triste Ouais. d'ailleurs. C'est vraiment triste parce que c'est quelqu'un qui est là depuis, 5 saisons, qui a rendu de fiers services en sortie de banc, qui cette année est quasiment titulaire indiscutable, jusqu'à sa blessure, de la trêve internationale et là, à Saint-Maximin, on sent qu'il a quand même pris le poste. Mais c'est quand même très triste de se dire que, un mec comme Wesley Saïd, qui finit sa carrière à Lens, qui part prendre son effectivement son gros contrat et qui n'a pas envie de mettre sa santé en danger, mais il y a quand même une belle histoire à finir. Il y a la Ligue des Champions à Mmh. aller chercher. Le titre, moi, je fais partie des gens qui n'y croient pas, qui n'y croyaient pas et qui n'y donc voilà, mais il faut aller chercher la Ligue des Champions. Il y a une finale de coupe à jouer. Il reste pas énormément de matchs. C'est quand même dur d'aligner ce genre de performance. C'est triste. Moi, je Mmh. me sens assez triste par rapport Mais surtout à Wesley Saïd. que c'est sa meilleure saison, quoi. Enfin, Ouais. il comptablement, il fait une saison incroyable. Il a mis des triplés, il fait voilà, il a mis des buts extraordinaires, iconiques. Et c'est vrai que là, sur cette fin, c'est un peu dommage et comme on se souvient souvent de la fin, bah, malheureusement, il y aura un petit goût amer, en bouche, peut-être à la fin. À voir, hein, ça se trouve, Ah, s'il le plante un 20 doublé le en v finale, voilà, ça se trouve le 22 mai, il mettra tout le monde d'accord. Donc voilà, messieurs, 3-0 à la mi-temps, puis la réaction lensoise, deuxième mi-temps assez incroyable, hein. 16 tirs, 2,28 de expected goal, et puis un Lens qui déroule parce qu'on touche les montants à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut souligner également, peut-être le point positif en fait de ce match, c'est la réaction lensoise quoi, sur cette seconde période? on est habitué. On commence maintenant à être un peu habitué à voir, Lens, faire des deuxièmes mi-temps de folie. C'est un peu dans la droite ligne de ce qu'on a fait à Toulouse la semaine précédente. Voilà, il y a une capacité de réaction incroyable. Les mecs techniquement sont, vraiment Thauvin, Saint-Maximin, Edouard, Mmh. techniquement, c'est quand même très, très fort pour la Ligue 1 et on sent qu'on a des joueurs, au-dessus capables de mettre des buts à n'importe quel moment. Quand on met l'intensité, ensuite et d'ailleurs tout le monde était mieux, même les mecs qui étaient là en première mi-temps, Sangaré, sa 2e mi-temps, il est métamorphosé. Donc voilà, c'est dommage d'avoir attendu 45 minutes, pour faire ça. On aurait
même pu le gagner, ce qui est assez incroyable. Ouais, Ouais, c'est ce que disait justement, d'ailleurs, Funch de Brestonner, c'est que lui-même à la mi-temps était pas forcément, serein sur la victoire, hein. Ça peut paraître facile à écouter après coup, mais c'est vrai que, moi j'ai vu, un tweetos qui est aussi un auditeur, Zouzou qui m'avait tweeté, «Tu vas voir, on ne perdra pas ce match». Voilà, il y avait peut-être des signaux faibles, qui laissaient penser qu'un retour est possible. On dit souvent que dans le football, quand tu as une grosse avance, tu as tendance un peu à t'endormir et qu'il faut surtout pas réveiller, l'adversaire, sachant qu'en plus Brest est peut-être un peu démobilisé aussi, donc peut-être qu'à un moment, voilà, ils avaient le côté vacances plus le côté 3-0 à la mi-temps qui fait que nous, en revenant avec, un autre état d'esprit, 4 changements, et puis un but, qui arrive à la 60e, bah, tu redémarres entre guillemets «une dynamique». Mais c'est vrai que pour le coup, la deuxième mi-temps, elle est absolument dantesque, Mmh. d'un point de vue, volume d'occasion. Enfin, c'est Ouais. complètement dingue. Je sais pas toi Lucas, comment tu vécu ça? Mais à un moment tu te dis: «Mais on doit gagner presque 7-3 ce match, en fait». Ouais, ouais, c'est assez dingue et je trouve que Lens est en fait, a cette faculté en fait à garder une intensité constante. On l'a vu, bah, justement la semaine dernière également, où en fait on arrive à marteler, marteler, marteler en fait, à pousser toujours en fait, jusqu'au but nos adversaires quoi. C'est assez rare je trouve. Dommage que ce soit, de façon assez sporadique parce qu'on aimerait avoir justement cette intensité peut-être, sur toute la rencontre, à des moments avec un peu plus de contrôle, mais ouais, j'ai été impressionné en fait par cette réaction, et comme le disait Maxence, je pense que ces 3 joueurs, que ce soit Alan Saint-Maximin, Florian Thauvin et Hudson-Edouard, ils ont l'habitude en fait de ces matchs-là, d'apporter en fait cette expérience et ce savoir-faire, dans ces rencontres justement où il faut, ben, passer la seconde. Et je l'avais dit en fait dans une émission que ces 3 joueurs feraient énormément de bien dans ce sprint final. Bah, c'est dommage qu'on les ait pas vus en 1re mi-temps, mais ravi de les voir en fait à ce niveau en seconde période. C'est Oui, parce prometteur. que là, je pense qu'on peut clairement dire que le titre, c'est mort et puis ça a été Mmh. aussi un peu les déclarations à chaud, mais qui en fait, voilà, je pense que tu pou on n'avait pas de marge en fait sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on le voit très bien, même avec une équipe remaniée, va gagner, va mettre des 3-0 à Angers. Et nous, contre les équipes, alors je pense que Brest est au-dessus d'Angers, il y a pas à dire. Mais pour autant, nous, on n'a pas de marge. On n'a pas de marge. Et tu fais une mi-temps ratée, et ben en fait, tu te retrouves avec un handicap de 3 buts. Le PSG peut rater sa première mi-temps, contre Angers ou contre Brest, ils seront au pire à match nul, quoi. Donc voilà, voilà, je pense que là on est parti sur, une projection de fin de saison avec à mon avis, un groupe réduit. Je pense que certains ont clairement perdu des points, voire, Des définitivement places. leur Mmh. place, dans la rotation. Et c'est peut-être aussi un mal pour un bien, quand bien même le rêve de titre, a perdu la vie, au stade Leclerc, vendredi soir. Mais nous, on n'y croyait pas, mais c'était quand même assez intéressant de voir que ça soit Saint-Maximin, Sage ou Thauvin, eux, ils croyaient, hein. Pour le coup, eux, ils croyaient vraiment, donc tu sens qu'ils étaient vraiment marqués, les 3 là étaient extrêmement marqués. Saint-Maximin était en colère, Thauvin avait l'air un peu dépité et Sage, bon, bah, on va pas revenir sur ce qu'il a dit, mais tu s eux, ils croyaient assez, sûrement plus que nous d'ailleurs. Ouais, et puis statistiquement, c'est quand même encore, une mauvaise performance à l'extérieur. Lens a beaucoup de mal, hein, sur ses déplacements, lors des derniers matchs. En fait, la dernière grosse victoire, en fait, du Racing, bah, faut remonter à février, c'était contre le Paris FC, là-bas 5-0 et puis depuis, ben, les déplacements sont toujours compliqués, quoi. Est-ce que c'est justement pas non plus, inquiétant pour la suite? On verra bien. Messieurs, je vous propose désormais de nous projeter, bah, sur le prochain match du Racing, hein. C'est, un déplacement justement à Nice, là-bas du côté des Aiglons. On en a parlé justement vis-à-vis de la finale de Coupe de France. Là, c'est en championnat, un contexte différent évidemment. Encore une fois, peut-être, une comment on dit déjà? Une
un premier match justement, Une répétition générale. une répétition, merci, j'allais dire rehearsal en anglais, voilà, j'en perds mon français. Une répétition générale peut-être, avant la finale, tu en penses quoi toi, Antoine, de ton côté? Ouais, bah, c'est vrai que, tu vois, avant le match, Strasbourg-Nice, justement, je faisais un peu, ma colonne des plus et des moins des 2 Mmh, adversaires et je trouve qu'à talent individuel, c'est équivalent, voire légèrement supérieur peut-être à côté Strasbourg. D'un point de vue vécu, c'est largement supérieur, côté, Nice. Il y a beaucoup plus d'expérience. D'un point de vue dynamique sportive, bah, c'était compliqué parce que en fait, tu te rends compte que, bah, Strasbourg, c'est un peu, ils alternent un peu le chaud et le froid et Nice, il faut pas comme on disait il y a quelques instants, faut pas non plus trop se référer à leur classement, en championnat parce que de toute façon, une coupe, et un championnat, mmh, ça n'a rien à voir. Hem et donc ouais, c'est un peu une répétition générale et je pense que le fait qu'on les joue en championnat, avant la finale de coupe, pour moi, c'est un argument presque décisif, qui a fait que je préférais jouer Nice que Strasbourg. Parce que mmh. je trouve que, ce qu'on a appris de la double confrontation, contre Toulouse, c'est justement ça. C'est ce qu'on disait, tout à l'heure en débriefant le match de Toulouse, c'est que Pierre Sage a dit après le match, du vendredi et de Toulouse 1 qu'il avait compris comment est-ce que, Toulouse avait réussi à poser des problèmes, pour Ouais. bien préparer la rencontre de Coupe de France. Donc là, en fait, alors le contexte sera différent parce que ça sera là-bas et que ça sera une autre compétition comme je l'ai dit, mais je trouve ça, plutôt positif d'avoir l'occasion de les jouer 2 fois pour les jauger une première fois avant de, peut-être asseoir une approche tactique en vue de la finale. Ouais, attention, Toulouse, un 15e, 5 points au-dessus du premier relégable, Auxerre, bah, ils vont arriver quand même le couteau entre les dents, Maxence, ces Niçois, ils veulent surtout pas descendre cette année? Ouais, c'est quand même une équipe contre lequel on a toujours pas mal de difficultés. Là-bas, Mmh, bon, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas gagné et je rappelle que le match où on avait le maillot Sandbar cette année, ça a été un des plus compliqués à gérer à domicile quasiment. On a gagné 2-0, c'était la fameuse vidéo, centre de Mathieu Hudol, tête d'Hudson-Édouard, c'est vrai. mais ça avait été et le plus important dans cette citation, c'est ce qu'il dit à la fin: «C'est pas juste, mais c'est comme ça» et c'est quand même une équipe c'était Francaise à l'époque, donc ça n'avait rien à voir, mais ce sont toujours les mêmes joueurs. C'est une équipe compliquée à jouer. Quoi qu'il arrive, ça sera difficile à jouer. C'est toujours difficile d'aller jouer à Nice, notamment quand on est Lens. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas d'ailleurs. Moi, c'est une bonne question pour vous. Comment se fait-il qu'il y ait des stades où tu peux faire tout ce que tu veux, tu auras toujours des difficultés à gagner? Je n'arrive pas à comprendre avec des joueurs professionnels pourquoi certaines équipes tu peux être supérieur. Là, on est deuxième, ils sont 15e, et pourtant j'ai très peur de ce match parce que je sais que là-bas, on n'y arrive pas. Est-ce que quelqu'un a une explication? Ah, vas-y Antoine, moi j'en ai aucune idée. Non, j'en ai aucune idée. Non, moi, j'en ai aucune idée. Après, ouais, alors c'est pour aller dans ce sens-là, j'ai vu une stat intéressante. Je crois que c'est la 3e équipe à nous avoir le plus battus, C'est depuis j'ai notre montée en Ligue 1, ouais, avec, bah, le LOSC et le Paris Saint-Germain. Donc Paris Saint-Germain, pas très étonnant, Que du mais on va bonheur. dire mais voilà, mais vraiment l'axe du bien. Donc donc ouais, non, c'est sûr que c'est pas une équipe qui nous réussit. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a certains stades qui te pourrissent la vie, saison après saison. Maintenant, je crois que c'est Pierre Sage, qui a dit, qui est le père de cette citation, «Le football n'a pas de mémoire» et je pense que s'il arrive à faire rentrer ça dans l'esprit de ses joueurs, parce qu'après il y a peut-être, des historiques de joueurs et cetera. Mais je pense que Pierre Sage, qui a déjà battu Nice avec Lens du coup, il y a mmh. quelques mois comme tu l'as rappelé Maxence, s'il insiste sur le fait que le football n'a pas de mémoire, sachant qu'il y a un autre élément que j'avais gardé dans ma poche, enfin dont je viens de me rappeler, qui me fait penser que c'est pas une si mauvaise chose d'avoir tiré, l'OGC Nice, en finale, c'est que tu vas avoir un Jean-Louis Lec qui a un petit historique avec Ah l'OGC bah, oui. Nice et qui va être aussi à mon avis très, très impliqué dans la préparation de ces 2 matchs. Donc voilà, donc tout ça pour dire, répétition générale, ce week-end.
Et on espère surtout remporter le plus important, le 22 mai. Mais il compte Hem, quand même pour le coup, celui de samedi soir compte énormément. Il Il faut compte. valider la qualif, en Ligue Il des nous manque, Champions et être le plus tranquille possible pour préparer la finale. je pense qu'il nous manque 3 points là, donc Mmh. effectivement, si on peut les avoir si on peut avoir les 3 points, dès ce week-end, parfait. Maintenant un match nul là-bas serait pas non plus, complètement un mauvais résultat. Je crois que là j'ai vu Opta qui disait on était toujours à 99,7 d'être dans le top 3, ouais. donc voilà, je pense que vraiment pour sortir du top 3 là, il va vraiment falloir un désalignement ou un alignement de mauvaises planètes. Ouais, et puis on va voir aussi la réaction des joueurs, hein, suite aux déclarations de Pierre Sage justement. Renzo Cid sur X me demandait, est-ce que les déclarations de Pierre Sage peuvent-elles fracturer pardon le vestiaire? Moi je ne pense que non, je pense que justement ça peut remobiliser un peu les troupes. Vous en pensez quoi Maxence, toi de ton côté là? C'est extrêmement difficile à dire. Moi, j'y ai pensé aussi quand j'y ai pensé directement quand je l'ai vu, sortir le bazooka, vendredi soir. Je me suis dit: «Ouh là 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 là». Après, je pense qu'on aura la réponse samedi, Mmh, contre Nice. Si les joueurs rentrent bien dans le match, on saura que le groupe l'a bien pris et si on fait une contre-perf, sur le plan du jeu, ça veut dire que quelque chose aura peut-être cassé et ça, dans la perspective de la finale, par contre, ça serait un peu compliqué. ouais, la situation est un peu unique Antoine, hein. On a rarement vu Pierre Sage ainsi, on s'est jamais vraiment retrouvé dans cette situation-là. Comment t'abordes toi cette réaction? Alors, pour répondre à la question aussi de Renzo Toca, c'est vrai que Pierre Sage, nous, on l'a pas vraiment vu s'énerver, mais on se rappelle de l'extrait, du match contre Auxerre, Auxerre, dans le ouais, à la mi-temps. vestiaire, où il avait quand même aussi, un peu sorti le bazooka, mais c'était resté, de manière confinée dans le vestiaire. Là, je pense que la considération est différente parce qu'on est à un autre moment de la saison Mmh. et je pense que là, en fait, tu peux te permettre de perdre deux trois mecs. Parce que je me suis posé la même question, hein, sur Ligue 1+, à la fin du match quand je l'ai entendu parler, j'étais là: «Waouh, waouh, waouh, là, c'est effectivement à double tranchant». Mais en fait, avec du recul, avec un peu de temps pour y penser, je me dis qu'en fait, bah, si les mecs, maintenant c'est marche ou crève, en fait. C'est trop important. Tu un titre au bout de la saison, t'as une Champions League à récupérer, à coffrer. Là, c'est un peu maintenant les soldats, vous vous levez, vous êtes avec moi ou si vous êtes pas avec moi et bah, vous serez dans le groupe, mais vous aurez plus de Mmh. temps de jeu Mmh. et sa phrase, elle est très importante. Le temps de jeu, ça ne s'offre pas, ça se gagne et je pense que là, l'exigence va être d'autant plus, crantée, vers le haut de toute façon, les joueurs concernés, il y en a un qui a déjà signé ailleurs, pour la saison prochaine. Je pense pas que Sotoka ait été visé directement, par Pierre Sage. Aguilar, peut-être un peu, mais je pense pas non plus Aguilar revient de blessure, donc il y a aussi peut-être une histoire de rythme. Même si voilà, peut-être qu'Aguilar aussi, on verra, dans quelques semaines, il fera ses bagages. Hem, Masuaku, on n'est pas sûr qu'il restera. Heu, Sima, je sais pas non plus s'il était dans le viseur du coach, mais tout ça pour dire, je pense que là, il faut un groupe restreint, peut-être plus restreint et qu'au final, s'il y a quelques joueurs, qui perdent, la confiance du coach et vice versa, je suis pas sûr que ça affecte, l'intégralité du groupe en faisant référence aussi aux déclarations de Thauvin et Saint-Maximin qui, eux, me semblent complètement d'accord avec le coach et justement, dans le sillage de Pierre Sage. Maxence, peut-être un dernier avis justement sur cette fin de saison, Nice, Nantes, PSG, Lyon, puis la finale. Il faut des hommes en mission pour réussir cette fin de championnat. Alors pour Ton avis réussir la justement fin de là-dessus? championnat, alors déjà, c'est vrai que coffrer le plus vite possible la Ligue des Champions me paraît, pour reprendre les mots d'Antoine, me paraît indispensable pour bien préparer le match au Stade de France. Mmh. Parce que finalement l'espoir de titre, bon, comme disait Pierre Sage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais si Paris, quand bien même on irait gagner à Nice, si Paris bat Lorient ce week-end, bon,
on pourra dire que c'est vraiment complètement fini. La fin de saison, elle doit être une projection vers le Stade de France tout en assurant au moins le podium. Voilà, je pense que c'est l'objectif de la fin de saison. Je pense que les joueurs en sont bien conscients. Quand tu vois la prise de leadership de Saint-Maximin et de Thauvin dans les mots, moi j'ai assez confiance en cette fin de saison avec ces joueurs-là en tout cas. Et après, tu vois, Ouais, moi, de j'ai même. l'hypothèse, je sais pas ce que vous en pensez, mais de maintenir, en fait, une forme de pression sportive Mmh. le plus rapprochée possible de la finale, c'est peut-être un mal pour un bien. On va peut-être un peu plus stresser, Mmh. mais si tu abordes les 3-4 derniers matchs de Ligue 1, entre guillemets, dans des chaussons parce que, justement, t'es assuré d'être 2 ou 3 et de toute façon, tu sais que tu rateras pas le PSG. Voilà, bon, je pense pas que ça arrivera, mais peut-être qu'aussi maintenir cet influx de pression, 1 ou 2 journées de plus, Mmh. le rapprocher un peu plus de la finale, hein. Peut-être que c'est un peu trop de la psychologie dans la psychologie là, mais voilà. Le match de Je préparation de la finale, pour moi, ça va plutôt être le PSG en termes de pression, parce qu'on a quelque chose à régler avec eux par rapport à toute l'histoire du report. Et de toute façon, Paris qui se déplace à Lens, t'as toujours envie de leur faire Mmh. subir un enfer, soyons honnêtes. Donc là, il y aura un petit peu plus. Je pense qu'on sera pas en claquette quand bien même on gagne contre Nice, parce que il y a ce match-là qui est le 13 mai et on y sera tous et on aura tous très 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 envie de les taper pour le Puis coup. la dernière journée, Ouais, c'est quand même un déplacement à Lyon. Mmh. c'est ce que j'allais dire, le déplacement à Lyon. En fait, moi, je jouais des équipes d'un bon niveau Mmh. de Ligue 1 À part en cette fin Nantes. de saison, à part Nantes, bien sûr. Mais qui nous permettra, oui, comme le disait Antoine, au-delà de la pression, je pense, de garder une certaine, qualité, sportive, justement dans ce sprint, final. Messieurs, un dernier mot peut-être pour, conclure, cette émission, ce 15e épisode du Racing Club Podcast. Maxence peut-être, Allez, un Lens. sujet qu'on n'a pas encore abordé? Allez, Allez Lens. Lens. Antoine, de ton côté? Et son Racing Club. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce 15e épisode du podcast, du Racing Club Podcast. Merci Maxence, Merci. d'être venu nous accompagner pour, ce premier open mic. J'aime bien ce terme, Antoine, on va le garder, open Merci mic, à vous, c'était un vrai plaisir. et comme le disait Antoine en début d'épisode, ben voilà, hein, c'est une première qui en invite, d'autres. Merci Antoine pour tes analyses, toujours plus précises, toujours plus pointues. Nous, on se retrouve tous la semaine prochaine pour le 16e épisode du Racing Club Podcast. Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.